Aujourd'hui, les meilleurs mails de phishing qui sont produits, ils sont faits par le LLM. Dans la cybersécurité, là, ce qui joue tout de suite, c'est pas l'IA, c'est la data. Refuser en fait l'entrée de ces nouveaux usages, c'est ne pas les canaliser et se retrouver en insécurité. Je pense que toute personne qui travaille dans l'informatique, qui a essayé de faire un programme avec du LLM, s'est vite rendu compte que quelques fonctions simples, tout va bien. Dès qu'on essaye de faire un programme un peu plus compliqué, oulala, ça gère pas en autonomie. Bienvenue à tous sur l'Angle d'attaque, l'émission cybersécurité, stratégie et business de Risque Intel Média. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce format. D'ailleurs, on vous en remercie. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la cloche pour être informé de nos prochaines émissions. Alors avec nous, Alexandre Cabrol, vous êtes responsable des services de détection et de réponse aux cyberattaques auprès de Sopra Steria. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous parler de vos fonctions auprès de Sopra Steria? Et puis après, on va pouvoir commencer cette interview autour de l'IA et de la cybersécurité. Donc bonjour. Aujourd'hui, je dirige un service qui s'appelle Managed Detection and Response, qui est en charge de détecter et de répondre aux cyberattaques. Concrètement, c'est quoi? On a regroupé en fait les métiers du SOC, du CERT et de la gestion des vulnérabilités dans un service global qui a une seule mission: trouver les cyberattaques et les arrêter. Merci beaucoup. Alors comme je le rappelais, aujourd'hui on va parler de la cybersécurité et de l'IA et je voulais notamment revenir avec une actualité récente qui a fait beaucoup de bruit nous dans notre communauté de la cybersécurité. C'est la nouvelle IA dévoilée par Google donc, qui s'appelle Big Sleep et qui permet de détecter des vulnérabilités logicielles. Donc, c'est une IA qui se base sur des vulnérabilités déjà repérées pour retrouver notamment des vulnérabilités similaires. Donc, est-ce que l'IA a le potentiel de mettre fin aux vulnérabilités zero day? Peut-être rappeler aussi ce que c'est que les vulnérabilités zero day pour le public qui ne connaît pas. Oui, alors une vulnérabilité zero day, c'est une vulnérabilité soit qui n'est pas connue, mais en général on ne la déclare pas puisqu'on ne la connaît pas, soit qui a été découverte et sur lequel on n'a pas de solution pour la corriger. Et tant qu'on n'a pas de solution pour la corriger, c'est une zero day. Après, si on parle donc de l'intelligence artificielle, je pense qu'aujourd'hui, c'est un terme qui embarque beaucoup de rêves chez nous. Et en fait, le terme technique utilisé dans ce domaine, c'est plutôt machine learning, c'est-à-dire une machine qui apprend. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le mot intelligence, il n'a pas aujourd'hui sa place dans ce dispositif. Et notamment, on parle des Large Language Models, donc des LLM. C'est le cas justement du produit de Google. Alors, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. En fait, les LLM, c'est des systèmes qui vont apprendre sur un gros volume de données. Et aujourd'hui, ces données, elles sont majoritairement produites par des humains, avec les erreurs des humains à l'intérieur. Donc, forcément, cet apprentissage, il va emporter une partie de ces erreurs humaines, mais ce n'est pas le seul problème. Dans le machine learning, en fait, c'est un dispositif qui va apprendre à reproduire un motif complexe. Alors l'avantage, c'est qu'il le fait très vite, à grande échelle, mais il ne fait que reproduire sans intelligence. Donc ça veut dire qu'il va avoir du mal à découvrir des choses sur lesquelles il n'a pas déjà eu un motif. Donc on parle de vulnérabilité connue, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, ce dispositif, il n'a pas le potentiel de couvrir tous les cas qui ne sont pas connus. Il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent de garantir la sécurité d'un programme, on appelle les preuves formelles. Donc faire une preuve formelle sur un programme, ça nécessite de maîtriser l'ensemble des paramètres et de l'environnement en fait de ce programme. Donc on le fait dans des systèmes critiques, typiquement l'embarqué ou des choses comme ça, mais on peut très difficilement le faire dans du monde ouvert avec de l'interconnexion, de la composition, enfin, où on augmente tout de suite la complexité de la réalité, en fait. Donc finalement, ça c'est une question que je voulais poser un peu plus tard, mais je trouve qu'elle fait bien suite à ce que vous venez de nous dire. C'est vrai que dans le monde du travail, en général, on a peur de l'IA, notamment comme un objet qui peut remplacer peut-être l'être humain. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu auprès des experts en cybersécurité qui ne semblent pas inquiéter. Donc comme vous le disiez finalement, c'est nous qui lui injectons de l'information, donc elle ne peut pas nous remplacer. Est-ce que vous pouvez justement m'expliquer pourquoi dans la cyber, c'est pas une crainte qu'on retrouve? Alors, je pense que c'est pas une crainte dans beaucoup de métiers, mais forcément, quand on parle d'intelligence artificielle, ça fait peur. Donc, on se dit que la machine, elle est intelligente. C'est pas ça. La machine, en fait, on lui apprend avec énormément de données un motif complexe qu'elle répète. Si je prends un exemple, prends un enfant de 3 à 5 ans,
quelque chose qui l'intéresse, je vais lui montrer 2 fois, 3 fois. Ça y est, c'est intégré et il va être capable de faire des analogies, de le transposer dans d'autres contextes, etc. Ça, c'est de l'intelligence. Sur la partie intelligence artificielle, moi aujourd'hui, je suis président d'une asso de démocratisation en cybersécurité qui s'appelle Woxa. Et on a créé en fait une discipline qu'on a appelée cyberjutsu qui utilise les pratiques des arts martiaux et qui l'applique à l'attaque-défense en cybersécurité. Bon, si je demande ça à un LLM, il me propose de taper l'ordinateur. Et c'est là où on voit la différence de l'intelligence, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans mon métier, je fais quelque chose de répétitif au niveau contenu, je mets pas d'esprit critique, je vais pas mettre d'analogie, je vais pas mettre d'intelligence, il y a un risque pour mon travail. À partir du moment où je suis obligé de réfléchir, de remettre en question, d'aller plus loin, en fait, d'avoir une critique construite et détaillée, là, à ce moment-là, le LLM, c'est une aide et ça ne peut pas me remplacer en tant que tel. Voilà, c'est un bon outil, mais voilà, ce n'est pas vraiment... Le mot intelligence porte un petit peu à confusion. Alors, et puis je pense un peu le fantasme qu'on en a avec les films hollywoodiens, on a cette impression que c'est quelque chose qui peut répliquer l'intelligence humaine et donc on peut effectivement avoir peur. Alors, ça ne peut pas remplacer les compétences et les expertises des experts qu'on a dans la cybersécurité ou autre, mais est-ce que ça peut venir nous aider? C'est vrai que moi, les RSSI me parlent beaucoup de la difficulté qu'ils ont à expliquer la cybersécurité auprès des profanes, que ce soit le COMEX, dont ils ont besoin d'avoir l'approbation pour les budgets en cybersécurité, ou même les collaborateurs pour les sensibiliser. Est-ce que justement ces LLM dont vous me parlez vont pouvoir potentiellement aider les RSSI à sensibiliser à la question de la cybersécurité? Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans les LLM. Donc, comme je l'ai dit, en fait, c'est appris d'un large volume de données produits par les humains. Et qu'est-ce qui se passe quand on discute? Lorsque je vais utiliser des arguments, si les arguments vous marquent, vous allez les réutiliser avec d'autres personnes. Et c'est exactement ce qui se produit dans les données qu'on produit sur Internet. Donc, on va avoir des gens qui vont réutiliser des arguments ou des propos ou des faits, et ça va se propager, donc ça va être dominant dans l'information. Si c'est dominant dans l'information, le LLM va apprendre majoritairement cette partie-là. Et donc forcément, quand je vais lui demander comment je peux expliquer ou argumenter sur un sujet, il va me ramener la pratique qui est la plus répandue et qui se répand naturellement comme une traînée de poudre. Parce que ça marque, ça impacte, etc. Mais attention, il y a un risque à ça. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de concepts ou d'arguments qui sont faux, et on sait, qui se promènent sur Internet, qui sont des légendes urbaines, mais tout simplement parce que ça marque l'humain au travers des biais cognitifs. Et donc, il y a ce risque également. Donc, c'est pour ça qu'on revient toujours au sujet de « c'est un bon outil pour trouver des arguments qui ont majoritairement tendance à porter ou de la pédagogie qui peut être efficace, mais attention, toujours à analyser le contenu et à ne pas se laisser emporter par les biais cognitifs ou de partir de l'idée mon MLM l'a dit, comme à une certaine époque on disait je l'ai eu à la télévision, mon journal, c'est écrit dans le journal donc c'est vrai, mais là on a le même problème, c'est pas parce que le LLM le dit que c'est vrai. Alors la différence c'est que lui on sait qu'il génère des informations et donc il peut y avoir des choses, et donc il faut avoir cet esprit critique, il faut être capable d'avoir une réflexion et de prendre le temps et pas de sauter aux conclusions en disant les arguments me semblent corrects, je viens de lire ce qu'il m'a écrit, donc si c'est bon, si je suis convaincu, c'est que c'est vrai. Non, il faut aller chercher l'information et il faut comprendre le problème. Alors si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'aujourd'hui, forcément un LLM, pour qu'il soit de bonne qualité ou qu'il fonctionne, il faut l'alimenter de beaucoup de données. Or, ces données-là peuvent être aussi biaisées, on peut y retrouver justement des informations qui sont fausses, et auquel cas les réponses qui sortiront suite à une commande ou à une demande, seraient également potentiellement fausses. Donc il faut toujours quand même revérifier. Ça me fait penser un peu à ChatGPT, c'est ce qu'on nous dit quand vous demandez quelque chose, on vous ressort des informations que ChatGPT retrouve sur Internet, néanmoins, toujours quand même revérifier les sources pour ne pas avoir des informations qui ne soient pas correctes. C'est bien ça, hein? Oui, j'ai un exemple. Je donne des cours à l'Université des sciences de Toulouse dans un master de cybersécurité sur la détection, la réponse aux cyberattaques. Et je leur fais faire un exercice de veille cyber. Donc le cours suivant, ils doivent revenir avec une actualité cyber et l'analyser. Donc au début du cours, cette année, j'ai demandé qui utilise du LLM? Tout le monde. Donc ça, il y a un sujet sur l'adoption immédiate de ça. C'est rapide, un premier point, très très rapide. Pour donner un exemple, l'adoption d'Internet, la généralisation, c'est une quinzaine d'années.
Le cloud, c'est une dizaine d'années. Les clés USB, il a fallu 7 ans, alors que c'est un objet qu'on peut avoir tous dans la poche. Les LLM, c'est 2 ans. Et donc, moi, j'ai été obligé d'adapter mon cours et la façon dont je fais avec les LLM. Donc, ils sont revenus avec une veille qu'ils ont fait avec les LLM le cours suivant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mécaniquement, j'ai des étudiants qui ont cru parole d'évangile du LLM et qui m'expliquent que il y a une vulnérabilité qui fait ci ou ça, etc. Et donc, je m'arrête parce que je vois qu'il y a beaucoup d'informations et par expérience, je sais que les étudiants ils vérifient pas tout. Et je pose au tableau le sujet, étape par étape. Et à un moment donné, on arrive dans la logique et je dis, mais ça, c'est juste pas possible. Et tout le monde dans la salle, c'est évident pour eux que c'est pas possible. Donc là, on parlait d'une vulnérabilité sur un navigateur web, où au moment où on le ferme, ce qui est en mémoire est exécuté. Et on me parle d'appeler des services distants, etc. Je fais, mais en fait, là, c'est juste un navigateur, c'est la fenêtre sur mon ordi. Le LLM, il parle d'appeler des services distants, des services avec des serveurs, etc. Il n'y a rien là, c'est juste une appli qui est fermée. On est tous d'accord que ça n'a pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Donc du coup, en fait, dans ce cours-là, j'ai été obligé d'intégrer la critique du LLM et le fait de ne pas prendre pour acquis. Mais c'était très bien argumenté. Le LLM l'a très bien fait. Ça a l'air très logique quand il raconte l'histoire. Mais ça me fait penser un petit peu au scandale qu'il y avait eu avec Gemini, l'IA de Google. Si je me souviens bien, tout le monde l'attendait parce qu'ils avaient fait beaucoup de communication autour. Et quand l'IA est sortie, en fait, les utilisateurs se sont aperçus qu'il y avait des erreurs historiques. Et donc, notamment, ils demandaient à générer des images de la Seconde Guerre mondiale et ont généré des personnes d'origine asiatique dans des costumes SS. Bon, donc, ce qui, on le sait, quand on connaît l'histoire, n'a pas de sens. Et c'était dû notamment à la volonté d'inclusivité de la part des personnes qui avaient justement alimenté l'IA. D'ailleurs, le CEO de Google, si je me souviens bien, a fait un communiqué de presse pour s'en excuser. Mais vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a adopté l'IA de telle manière qu'on a oublié en fait, d'avoir du sens critique et que finalement, ça nous donne de l'information, mais il faut quand même toujours vérifier les informations parce que c'est tellement bien argumenté qu'on y croirait. Alors, c'est vrai que l'IA, on en a beaucoup eu peur, je pense, pour plein de raisons. On en a parlé un petit peu au départ, notamment la perte de travail ou d'activité de certains experts. Néanmoins, ça a aussi des bonnes choses. Ça vient nous aider et nous accompagner sur le travail. En cybersécurité, moi, j'aimerais bien qu'on revienne justement sur l'utilisation des IA par les cybercriminels. Donc, je reprends un rapport de CrowdStrike qui dit que le breakout time des cybercriminels est passé de 84 minutes à 62 minutes en 2023. Ce temps a donc diminué de 35%. Est-ce que ces progrès sont dus à l'IA qui aide les cybercriminels justement dans leur attaque, et comment les cybercriminels utilisent-ils donc l'IA à leur avantage? Parce que j'imagine que c'est un bel outil quand même pour eux. Alors, malheureusement, on n'a pas de cyberattaquants sur le plateau pour l'interviewer directement. Et en général, ils sont peu enclins à dévoiler leurs secrets parce que sinon, moi, je vais pouvoir faire mon travail beaucoup mieux. Par contre, il y a des choses qui sont assez simples. Chez Sopra Steria, on a aussi des équipes de pentest et leur travail, c'est l'attaque. Alors, l'attaque éthique, sans conséquence, mais c'est quand même l'attaque. Et donc, déjà, on peut regarder ce qu'ils font eux. Et puis, il y a d'autres éléments au niveau recherche universitaire qui donnent des pistes. Donc, je vais remonter un peu en arrière. Il y a quelques années, il y a un certain nombre de chercheurs universitaires à plusieurs endroits dans le monde qui ont démontré qu'ils étaient capables de générer des malwares avec des technologies génératives. Et donc, à partir de ce moment-là, générer un virus, générer un programme, c'était possible. Alors attention, quand ils disent qu'ils sont capables de le faire, ça ne veut pas dire que c'est un virus qui est capable de passer l'EDR, l'antivirus, les équipes de détection, etc. Et c'est là où la limite, en fait, se trouve. Et si je regarde les équipes de pentest, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, ils ont une expertise et ils ont besoin de mettre en œuvre cette expertise pour pouvoir passer les mesures de sécurité. Et il y a ce savoir-faire, et ce savoir-faire, aujourd'hui, c'est pas le LLM qui a. Je pense que toute personne qui travaille dans l'informatique, qui a essayé de faire un programme avec du LLM, s'est vite rendu compte que quelques fonctions simples, tout va bien. Dès qu'on essaye de faire un programme un peu plus compliqué, oulala, ça gère pas en autonomie. Et à un moment donné, il faut reprendre la main. Donc, dès qu'on fait quelque chose de compliqué, et faire une cyberattaque, c'est compliqué aujourd'hui. Il y a des mesures de sécurité, il y a des dispositifs complexes, et il y a des équipes humaines qui surveillent, donc c'est compliqué. Et surtout, il va falloir faire des choses qui ne sont pas attendues. Parce que aujourd'hui, il y a une matrice Mitre-attaque,
les techniques d'attaque, elles sont connues, il y a tout un tas de signatures, de dispositifs. Donc, si je fais quelque chose qui est connu de la majorité de la population, je vais me faire attraper. Donc, il faut de l'intelligence. Et à partir du moment où il faut de l'intelligence, je ne peux pas juste utiliser du LLM. Par contre, ce que va me permettre le LLM, et ce que font les équipes de pentest, c'est sur une fonction simple, de demander au LLM de la faire au lieu de moi la rédiger, je dois compléter mon programme pour brouiller les cartes, etc. au moment de mon attaque. Là, je vais pouvoir lui proposer de générer tout un tas de fonctions qui servent à rien. Sur la composition d'éléments, oui, ça va pouvoir fonctionner. Donc, il semblerait, et ça me semble assez logique, que cette accélération, elle est due en partie au LLM, mais pas sans expertise. D'accord. Alors, là, on parlait justement de la génération d'attaques complexes, mais est-ce que c'est les attaques les plus complexes qui font le plus de dégâts? Parce que c'est vrai que j'entends souvent dire que le premier point d'entrée, c'est le phishing. Et le phishing, finalement, ça reste une attaque qui n'est pas complexe, elle est plutôt simple. Et est-ce que l'IA, justement, au contraire, elle ne vient pas assez aider quand même sur l'ingénierie sociale en collectant des informations et donc en rendant quelque part un mail de phishing beaucoup plus vraisemblable? Moi, j'ai même des experts qui, je me souviens, il y a 5-6 ans, on disait si vous voyez des fautes d'orthographe, il faut faire attention. Et aujourd'hui, c'est plutôt, il n'y a pas de faute d'orthographe, ça me semble beaucoup trop propre. Est-ce que c'est, ma question, c'est est-ce que c'est les attaques les plus complexes qui sont vraiment les plus impactantes? Ça, c'est une question qui est difficile à répondre. En tout cas, en général, dans une attaque complexe, il va y avoir une équipe qui a un niveau de technicité et d'expérience qui est suffisamment important. La question, c'est est-ce qu'on va mettre une équipe comme ça dans des enjeux qui sont faibles? Parce que le souci de la destruction ou d'avoir un impact, l'impact le plus important pour nous tous, c'est la destruction. Il faut qu'il y ait un intérêt à faire ça. Et quel est l'intérêt de l'attaquant? Si je suis un organisme d'espionnage X ou Y, je n'ai pas intérêt à détruire. Au contraire, j'ai intérêt à passer en mode furtif et donc faire une attaque complexe mais furtive sur laquelle je vais pouvoir me mettre en observation pendant des années. Collecter. Si mon but, c'est de ramasser des euros là où je peux en trouver et distribuer un ransomware, qu'il y ait des dégâts, c'est pas tellement de sujet. Donc, forcément, les attaques par ransomware, je dirais assez basiques de cybercriminalité, elles vont avoir beaucoup de dégâts, surtout là où on n'a pas un niveau de sécurité très important, ce qui est malheureusement la majorité de la population. Aujourd'hui, dans l'écosystème européen, il y a beaucoup de petites moyennes entreprises qui n'ont pas forcément des moyens de sécurité extraordinaires. Il y a beaucoup de particuliers. Tout ça, ça va être des gens qui vont être impactés. Et là où une grosse organisation, elle va avoir des moyens de se défendre contre ça. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième sujet, c'est que au-delà de la complexité de l'attaque, quand on parle du phishing, c'est vrai que le phishing, c'est simple. C'est un mail écrit, etc. Mais aujourd'hui, les premières IA génératives qu'on a fait, elles ont généré des peintures à la Picasso, à la Monet, très très facilement. Elles ont reconnu un modèle complexe, en fait, un style, une façon de faire, et elles ont été capables de le reproduire. Et donc aujourd'hui, les meilleurs mails de phishing qui sont produits, ils sont faits par le LLM, évidemment. Donc ça pose problème, parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer quand on va commencer à utiliser le LLM dans des services standards? C'est-à-dire que lorsque mon opérateur Internet, ma banque, va générer les mails au lieu de les écrire, pour l'instant, ils les écrivent encore, mais pour combien de temps, vu la vitesse d'adoption? Quelle va être la différence entre quelque chose qui a été généré par ma banque, par un LLM, et quelque chose qui a été généré par un attaquant? Ça va être très difficile de le savoir. Le but d'un attaquant, c'est pas de faire l'attaque la plus compliquée, c'est de faire l'attaque la plus efficace. Donc aujourd'hui, sur le phishing, il y a un vrai enjeu d'être capable d'identifier avec des moyens technologiques la véracité d'une origine, parce que là on parle de l'origine en fait, et ça reste quand même très difficile parce que les infrastructures qu'on a pour tout le monde, aujourd'hui, elles n'apportent pas le niveau de sécurité pour que mon client mail me dise « j'ai vérifié l'origine, elle est authentique ». C'est pas possible en l'état. Autant entre des grandes organisations qui ont des dispositifs de sécurité, on peut vérifier d'un point de vue crypto et numérique l'origine et s'en assurer.
Autant quand on est dans la vie de tous les jours ou dans une petite organisation, malheureusement, c'est pas généralisé ce type de dispositif. Donc là, on a un peu parlé de l'utilisation de l'IA dans l'attaque. Qu'est-ce qu'il en est de la défense? Est-ce que vous avez notamment des exemples d'utilisation d'IA côté défenseur qui vous semblent prometteurs? Oui, alors côté Sopra Steria, on mène des projets, des travaux depuis 2017 sur ce sujet, bien avant l'IA générative. Bien avant que ça soit sexy. Oui, bien avant que ce soit sexy aussi. Il y a une partie où aujourd'hui on a quand même une difficulté à avancer. Sur la reconnaissance d'attaques connues, de ce qu'on a discuté, c'est assez simple. Le machine learning, c'est son métier, je veux dire. Bon, alors il y a quand même une difficulté sur cette partie-là. Le problème, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'attaques connues, parce que comme j'ai expliqué, autant un enfant, on lui montre 3 fois, autant le LLM, il a besoin de terras et de terras de cyberattaques pour être capable de reconnaître ces motifs complexes. Et en plus, dans l'activité d'un système d'information, c'est 0,01% l'activité de l'attaque au milieu. Donc, réussir à apprendre ça, ça reste quand même un challenge. Et déjà, on parle d'attaque connue. Ce challenge aujourd'hui, c'est la capacité de faire ce qu'on appelle du small learning, donc faire comme un enfant, apprendre avec 3 exemples et être capable de généraliser et de le passer à l'échelle. Alors, un enfant, il ne sera pas capable d'analyser des milliards de mails. Et par contre, à chaque fois qu'il va regarder un contenu, si on lui a montré 2-3 fois ça, ce qui était intéressant, il est capable d'avoir l'intelligence de le faire. Donc du coup, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le volume de données. Parce qu'on n'a pas aujourd'hui, au niveau de l'état de l'art et de la recherche, du small learning qui est capable d'apprendre avec très peu de données. Si on parle de ce volume de données de cyberattaque, qui partage ces données sur ces cyberattaques? C'est très très compliqué. Il y a des données confidentielles dedans, il y a des éléments qui peuvent être stratégiques, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas donner aux autres attaquants. Voilà, il y a plein de raisons de ne pas le faire. Il y a des contraintes réglementaires, et puis il y a un problème d'image. Bon, je veux dire, aujourd'hui, de réputation, tout à fait. Donc tout ça fait qu'on ne partage pas suffisamment les données en cybersécurité, et on n'a pas un Wikipédia des cyberattaques avec des terras de données qu'on pourrait donner à un système LLM ou à un autre système de machine learning qui va être en capacité de devenir pertinent. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que, je l'ai dit, les attaquants, ils sont intelligents. Malheureusement. Et oui. Et donc, c'est pas drôle. S'il y a une attaque qui est connue de tout le monde, qui est pratiquée par tout le monde, etc., ils vont essayer de le faire, en tout cas de manière un peu différente, de le modifier suffisamment pour que ça passe inaperçu. Et il y a un autre point qui est important. Si on parle d'attaque, alors attaque un peu ancienne, mais je trouve bien l'exemple, l'attaque Kabarnak, typiquement, qui a attaqué les systèmes financiers. Ce qu'ont fait les attaquants, c'est qu'ils sont rentrés dans le système d'information, ils ont observé ce que faisaient les administrateurs du système et ils ont mimé leur comportement. Alors là, c'est la catastrophe. On a des comportements qui sont similaires aux comportements légitimes. C'est d'ailleurs un gros problème dans mon métier. Détecter le vrai du faux. Détecter le vrai du faux. Et ça se rapproche. Pour autant, c'est les mêmes comptes, les mêmes activités, dans des horaires qui sont à peu près similaires. Et il y en a un, c'est une volonté de nuire, et puis l'autre, c'est juste quelqu'un qui fait son travail normalement. C'est pour ça que, en fait, chez nous, l'appréciation et la décision, elles restent humaines. Et c'est indispensable parce qu'il faut l'intelligence. Pour autant, aller chercher les informations, structurer la donnée et la ramener à l'humain, ça, c'est des choses qui peuvent s'automatiser. Donc, en conclusion, aujourd'hui, c'est un peu le même problème que la voiture autonome, complètement autonome. Quand on amène ce machine learning sans intelligence dans une réalité complexe, il a des limites. Et ces limites, elles sont dues aux limites de la recherche et de l'état de l'art sur le domaine. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas laisser une full autonomie, et d'ailleurs, ça ne fonctionnerait pas du tout. On perdrait en niveau de sécurité. C'est une info, enfin, c'est un argument que je retrouve assez souvent et qui, je trouve, et dites-moi Alexandre si je ne me trompe pas, est vraiment limitante pour nous, côté défense, cette question de l'information, de ce qu'on peut partager, de ce qu'on ne peut pas partager. Notamment, on le retrouve quand on parle justement de rétex. Moi, je discute souvent avec des experts pour leur demander un petit peu comment on fait les rétex. Est-ce qu'il faut partager de l'information? Est-ce qu'il faut communiquer entre nous, justement, pour sensibiliser et puis donner de l'information à nos, comment dire, aux autres entreprises, en leur disant, voilà, nous, on a été attaqués de cette façon-là, on a réagi de cette manière-là, voilà les bons, voilà les mauvais, voilà ce qu'il faut retenir et ce qu'il ne faut pas retenir. Et là, vous me dites un peu la même chose.
c'est-à-dire que pour pouvoir avoir finalement une IA qui soit très bonne en défense, il faudrait l'alimenter d'énormément de cas, mais qu'on n'a pas, parce qu'il y a des questions de confidentialité, parce qu'on ne partage pas l'information. À la fin, est-ce que ce n'est pas limitant pour nous, côté défense, de ne pas avoir cette capacité ou cette possibilité de partager de façon transparente de l'information concernant les attaques qu'on subit? Alors, si, c'est limitant, mais aujourd'hui, il y a des initiatives qui travaillent ce problème. On peut parler notamment de l'Intercert France. Donc, aujourd'hui, les équipes CERT, c'est les pompiers sur les cyberattaques. C'est-à-dire que ce sont ceux qui arrivent au moment où le problème il est déjà impactant. L'Intercert France réunit ces équipes CERT de tous ces organismes-là dans un but de favoriser la collaboration. Et d'ailleurs, un CERT, un Computer Emergency Response Team, ou un CSERT, ce qui est la même chose, il a une part de sa mission qui est d'échanger avec ses interlocuteurs sur la menace, sur les attaquants, et dans un but. Le premier but, c'est d'éviter qu'une attaque se propage. Donc, lorsque une entreprise est attaquée, que le CERT est engagé, il va communiquer avec ses cercles de relations. Donc, l'Intercert France en est un. Il y a le FIRST, il y en a d'autres, voilà, international ou ailleurs. Et il va dire, attention, je suis sous attaque, et voici quelques éléments. Évidemment, il ne peut pas dire, voilà, je vous donne toutes les données, parce que dedans, il peut y avoir vos comptes bancaires, il peut y avoir des données médicales, il peut y avoir, enfin ça dépend des organisations, mais des données sur votre emploi, tout un tas de choses que les attaquants ne se gênent pas pour prendre et vendre sur le dark web ou ailleurs, ou même faire une prise d'otage. Aujourd'hui, dans les techniques d'attaque cybercriminelles, lorsqu'ils font une attaque ransomware, donc ils impactent l'ensemble du système d'information en chiffrant tous les systèmes, mais ils disent aussi, avant, j'ai piqué les données, et si vous ne me payez pas, je vais tout diffuser sur Internet. Donc, il y a aussi ces pratiques-là. Et on voit bien que les attaquants, ils en jouent, du coup. Ce qui s'est passé avec Free, un petit peu. Oui, tout à fait. Alors, pour moi, Free, j'ai trouvé ça exceptionnel. On était vraiment dans un film. Free qui dit, non, vous inquiétez pas, il y a des infos qui sont parties, mais pas Liban. Et l'attaquant qui va faire une communication pour dire, si, j'ai bien Liban, donc faites attention, ça va sortir. C'est quand même dingue. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sujet, c'est pas tellement l'IA aujourd'hui, c'est la donnée. On est à une ère de la donnée numérique. Et cette donnée numérique, aujourd'hui, elle impacte notre vie, et elle impacte notre façon de vivre, notre environnement, tout. Donc, la sécurité, elle se porte autour du sujet des données. Il y a ceux qui cherchent à protéger les données et les systèmes, et puis il y a ceux qui en fait, sont là soit pour des buts financiers, criminels classiques, soit pour des buts activistes, soit pour des objectifs plus étatiques, plus complexes, mais qui, eux, n'ont pas de règles. Et comme ils n'ont pas de règles, ils peuvent tout se permettre. C'est même choquant de voir que je vais diffuser des informations de personnes qui n'ont rien fait en disant voilà les IBAN de telle personne. Et ces pauvres personnes n'ont rien demandé, ils vont se retrouver avec tout un tas de problèmes. Mais c'est une prise d'otage qui ne respecte pas les lois et qui ne respecte pas les autres. Et c'est malheureusement le problème. Donc dans la cybersécurité, là, ce qui joue tout de suite, c'est pas l'IA, c'est la data. C'est une guerre de l'information. Et cette guerre de l'information, forcément, on ne joue pas dans les mêmes règles. Parce que normalement, en temps de guerre, les règles sont les mêmes pour tout le monde, ou il n'y en a pas. C'est notre façon de le dire. Malheureusement, on n'est pas en temps de guerre. Donc aujourd'hui, les autorités n'ont pas toute liberté jusqu'à impacter les personnes, les individus. Alors, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec un certain nombre de dispositifs qui sont permis des éléments. On n'est pas en temps de guerre. Pour autant, les cybercriminels, les attaquants, eux, n'ont pas de limite. C'est vrai que j'avais vu une information, la plus choquante que j'ai vue faite par des cyberattaquants. C'était il y a quelques années, ils avaient récupéré en fait des images, des photos en fait de patients cancéreux d'un hôpital et avaient demandé en fait à être payés. Ou sinon, les photos de ces patients, donc peut-être nus ou autres, dans le cadre de leur suivi médical, auraient été dévoilées sur Internet. Je trouve ça désastreux. Moralement parlant, c'est un peu ce que vous étiez en train de dire, Alexandre, c'est-à-dire aucune limite. C'est vrai que, forcément, on ne joue pas avec les mêmes règles et il y a un déséquilibre qui se fait, quoi. Bon, heureusement, on a quand même des experts qui tiennent le coup et qui font tout pour essayer de rééquilibrer cet écart-là, mais c'est sûr qu'on ne joue pas avec les mêmes règles. C'est la symétrie de l'attaque et de la défense. La défense doit jouer dans les règles.
l'attaque n'a pas de règle. Alors, pour revenir sur l'IA, vous en avez parlé un petit peu au départ. On dit souvent qu'il faut que la cybersécurité soit enseignée à l'école. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait que l'IA soit enseignée à l'école? Alors, Et à partir de quand? moi, je pousse plus loin, je pense que la vie numérique doit être enseignée à l'école. Alors évidemment, l'IA aujourd'hui, oui, c'est indispensable. On a bien vu que très rapidement, l'IA, elle utilise un vocabulaire qui est majoritairement efficace face à nous, hein. Donc elle argumente très bien. Mais pourquoi? Parce qu'elle utilise les arguments qui nous touchent le plus, en général. Évidemment, elle génère des données dans certains cas parce qu'elle reproduit un mécanisme. On parle de LLM, hein, dans ce cas-là, il y a d'autres dispositifs qui font autre chose. Ensuite, s'il y a des erreurs dans les données, elle va reproduire ces erreurs. Donc oui, il faut apprendre à gérer cette matière. Comme il faut apprendre à gérer la donnée, sa donnée personnelle. Aujourd'hui, il y a énormément d'enfants qui ont un smartphone dans les mains avec aucune éducation autour, et c'est pas du tout la faute aux parents. C'est une matière qu'il faut utiliser, qu'il faut apprendre. Et dedans, il y a un LLM, hein, en général, qui va avec des réseaux sociaux. Enfin, il y a tout un tas de choses qui viennent poser des problèmes. Aujourd'hui, moi, dans l'association Woxa, on fait des ateliers qui s'appellent UdiGeek, qui commencent à partir de 7 ans. C'est-à-dire, c'est lire, écrire, compter. Et dans ces ateliers, ce qui est assez étonnant, c'est que des fois, j'ai des personnes qui ont 70, 80 ans. J'ai des artisans, des lycéens, enfin, tout type de population. Et je trouve que ça manque au sein de l'école, et les professeurs sont clairement pas aidés. Il y a des directives en leur disant il faut que vous incluiez l'outil numérique dans l'éducation. Du coup, on se retrouve à la maison à faire des devoirs avec YouTube. Mais pourquoi? Parce que pas de formation, pas d'accompagnement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'écosystème associatif ou même entreprise est pas suffisamment intégré. Là où on peut voir dans d'autres domaines beaucoup plus d'ouverture. Par exemple, si je prends le domaine de la défense travaille beaucoup plus avec le secteur privé sur ces sujets-là. Et c'est dommage qu'au niveau de l'éducation, on ne fasse pas la même chose. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle de l'IA en termes d'objet, en tant que lui-même, parce que jusque-là, on a vu l'IA comme moyen d'attaquer, ou moyen d'ailleurs de se défendre. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'IA? Moi, je reprends une actualité récente. Apple a lancé un programme de bug bounty avec une prime maximale de $1 million pour son IA Apple Intelligence. Si vous pouvez rappeler aussi ce que c'est qu'un bug bounty. Quels sont les risques de piratage de ce type d'IA pour les utilisateurs? Donc, bug bounty, donc un bug, c'est un bug informatique, hein, un programme qui plante, dit autrement. Et une bounty, c'est de la chasse aux bugs. C'est des chasseurs de failles. C'est des chasseurs de primes, en fait, de bugs de programmes informatiques. Et en fait, sur l'IA, donc on a parlé du fait que les données, elles étaient produites par les humains, il y avait des erreurs dedans, des biais cognitifs, mais même des erreurs de programmes qui ont été écrits, de textes qui ont été écrits, etc. Et après, il faut qu'on parle de l'objet machine learning en tant que lui, et notamment du LLM ou du deep learning, qui est la technologie qui se cache derrière. En fait, ça, c'est quoi? C'est un certain nombre de fonctions mathématiques simples qui vont être interconnectées au moment de leur entraînement, et qui vont construire en fait une structure logique complexe à base de formules mathématiques. En gros, c'est des statistiques et des probabilités qui s'agencent automatiquement, de manière sans intervention humaine, ou en tout cas avec une intervention humaine beaucoup moins précise que ce qu'on pouvait faire avant. Le problème de ça, c'est que ça crée des raisonnements avec des trous logiques. Nous, on a des biais cognitifs. Dans ce dispositif-là, il y a aussi des biais logiques. Et donc, ces biais logiques, c'est des vulnérabilités. On l'a clairement vu, il y a un certain nombre de fuites dans les LLM où, en posant quelques questions, on arrivait soit à lui faire sortir ses données d'entraînement, qui normalement ne sont pas du tout dans le modèle à la fin, hein, puisque ce qu'on a à la fin, c'est, je dirais, un réseau de fonctions câblées de façon plus ou moins dynamique, mais on n'a pas les données d'origine. Pourtant, en lui posant certaines questions, on peut retrouver les données d'origine. Donc, quand les LLM sont apparus, il y a beaucoup de gens qui ont démontré que assez facilement, on pouvait ou le tromper ou lui faire donner des informations auxquelles on n'avait pas accès. Et en fait, une vulnérabilité, c'est ça. C'est quelque chose qui me donne accès ou des moyens que je ne devrais pas avoir, au travers, je dirais, de l'utilisation d'une situation non prévue.
On parlait de preuves formelles. Sur un programme aussi complexe et qui est construit de façon dynamique, c'est pas du tout possible de faire une preuve formelle mathématique pour voir tous les cas d'usage. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe au sein des fonctions à l'intérieur. On a les principes, on a les concepts, mais revenir en disant pourquoi il y a eu cette décision du LLM, c'est un vrai métier d'ingénierie. Donc ça veut dire qu'il y a un domaine de la sécurité du machine learning et du LLM qu'il faut absolument développer. Et on ne pourra pas y répondre. Ça me fait penser, quand on parlait des sujets de surveillance de masse de la population aux États-Unis, où les journalistes ont demandé à la NSA la liste des mots-clés qui sont surveillés. Ça n'a pas de sens. Et bien là, c'est la même chose. Lorsque je vais discuter avec un LLM, on ne va pas interdire un certain nombre de mots. Parce qu'à la place du mot, je peux mettre une définition, je peux mettre un synonyme, je peux faire énormément de choses. Donc, il va falloir entraîner des modèles qui vont venir analyser le contenu et qui vont dire ça, je ne vais pas le passer au modèle, je dirais, fonction principale derrière, parce que j'estime qu'il y a un problème, etc. Mais c'est ce que font déjà aujourd'hui les grands acteurs du LLM. Ils ont déjà mis ça en place. Par contre, il faut qu'on démocratise ces solutions de sécurité. Alors, justement, de façon un petit peu plus concrète, moi, ce que j'imaginais comme type de risque lié aux IA, c'est que finalement, quand on fait une requête pour avoir une réponse, quand on met un prompt, on met souvent des informations qui sont confidentielles pour l'entreprise. Pas toujours, mais parfois. Donc, on est en train de l'alimenter avec des informations liées à l'entreprise, à notre activité, peut-être à nos clients. S'il y avait une faille sur cet outil-là, on pourrait très bien exfiltrer ces informations-là. Et ces informations, comme je l'expliquais, peuvent être parfois confidentielles. Est-ce que ça, c'est un risque ? Oui, alors... ce qui est important quand on parle de sécurité, c'est de voir par rapport à quoi, par rapport à quelle menace. Là, aujourd'hui, je suis dans une pièce, il y a des murs, je me sens en sécurité. S'il y a un tremblement de terre, je me sens plus du tout en sécurité et je ne le suis plus. La sécurité ultime n'existe pas. L'idéal pour la sécurité ultime, c'est d'éteindre toute l'informatique, de la mettre sous une chape de plomb et on est en sécurité, mais on ne peut plus s'en servir. Par contre, il faut canaliser les usages. Ça, c'est très très important. Aujourd'hui, chez Soprasteria, on a des LLM en disponibilité, au travers notamment d'un projet que moi j'utilise qui s'appelle Yaka, qui est installé au sein des infrastructures Soprasteria, géré par les équipes Soprasteria, et sur lequel l'ensemble des collaborateurs peuvent avoir accès s'ils le demandent. Ça, c'est canaliser les usages. Alors, est-ce que cette IA, elle est sécurisée ? Par rapport à quoi ? Dans quel contexte ? En tout cas, déjà, elle est canalisée, elle est maîtrisée. Et je reprends l'exemple des clés USB dont je parlais tout à l'heure. Il y a des organisations qui ont décidé d'interdire les clés USB lorsque les clés USB sont arrivées. Bon, aujourd'hui, on sait tous que c'est un échec. Et le problème, c'est que de ne pas canaliser les usages et de ne pas proposer une utilisation, ça entraîne des dérives. Je parlais d'enfants. Si on dit aux enfants « ne joue pas aux jeux vidéo », il va aller chez les copains pour jouer aux jeux vidéo. Et donc, on ne canalise pas et on ne peut pas gérer la situation. Et donc, on est en totale insécurité puisque, en fait, on est en non-maîtrise de la situation. Donc, au vu de la vitesse d'adoption dont on parlait, on est obligé de proposer des usages au sein de l'organisation et selon les contraintes de l'organisation. Mais refuser en fait l'entrée de ces nouveaux usages, c'est ne pas les canaliser et se retrouver en insécurité. Vous faites bien justement de parler de ce qu'une entreprise peut autoriser ou ne pas autoriser. On a longtemps parlé du shadow IT et je commence à entendre parler de plus en plus du shadow AI. Donc j'aimerais bien que vous redéfinissiez pour le public de quoi il s'agit. Est-ce que c'est vraiment une menace qui est en train de prendre de plus en plus de place et comment on va faire pour lutter contre ce shadow AI ? Alors, le shadow IT, en fait, c'est l'informatique qui est installée par les équipes qui ne sont pas en charge de le faire. De manière assez simple. Donc, on est hors de la maîtrise de la situation, puisque l'organisation, elle va établir qu'il y a une DSI, qu'il y a une équipe d'infrastructure ou autre, qui est en charge et sur lequel elle va donner des consignes pour permettre de s'assurer de maîtriser la situation. C'est pour ça que je parle plus de maîtrise de la situation que de sécurité à proprement dit, parce que la sécurité, c'est toujours par rapport à quelle menace. Et là, c'est difficile à dire dans la discussion. Et donc, si je fais du shadow IT, la conséquence, c'est que l'organisation ne maîtrise pas ces éléments-là. Vous contournez les règles, c'est ça, pour pouvoir accéder peut-être à un site ou une application ? Oui, alors il y a ça, il y a aussi, je vais installer un ordinateur pour mettre une application dessus
parce que j'en ai besoin et parce qu'aujourd'hui le service informatique ne me le propose pas. Je vais utiliser mon téléphone personnel pour tout ce qui est ma gestion professionnelle de mails et autres documents ou de partage ou de bureautique, au lieu d'utiliser mon téléphone d'entreprise. Enfin, il y a tous ces cas d'usage-là qui rentrent en ligne de compte. Et la conséquence de ça, moi faisant détection et réponse à attaque, en fait, c'est une vraie difficulté. Pourquoi ? Parce que ces équipements ne sont pas surveillés. Donc, pas surveillés, ça veut dire que l'attaquant il peut rentrer dessus, s'installer, mettre les outils qu'il veut, et quelque part, au travers de cet élément, venir agresser tout un tas d'autres équipements qui, eux, sont légitimes dans le système d'information. Et du coup, nous, en fait, ça fait un trou noir. On ne le voit pas de manière très claire. Donc, le Shadow AI, c'est la même chose. Il y a un moment donné, lorsque on a eu l'explosion des Arduino, qui sont des petits dispositifs embarqués, très faciles à programmer, etc., mais on a retrouvé ça dans les systèmes industriels, dans tout ce qui est maquettage, etc. Et le fait de ne pas canaliser ces usages, ça a des conséquences. Alors, comment on luttait contre ça ? La première chose, c'est de proposer des services attractifs en interne. Moi, aujourd'hui, j'ai des dispositifs LLM au sein de mon organisation qui sont faciles pour moi à utiliser. C'est déjà intégré, on me propose de le connecter, etc. Je ne vais pas m'embêter à aller utiliser A, B, C ou D. Ça, c'est une partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est la communication et la sensibilisation, parce que oui, forcément, il y a peut-être des LLM sur Internet qui sont plus jolis, qui sont plus faciles à utiliser, etc., qui seront plus attractifs. Malheureusement, on ne peut pas tous avoir les dernières technologies. Il faut expliquer au sein de l'organisation, au sein de Soprasteria, il y a une note qui a été communiquée en disant que voilà, on utilise les LLM qui sont proposés au sein de l'organisation. Je pense qu'à partir du moment où on explique aux gens pourquoi et on leur donne une solution à leurs besoins, alors c'est marrant parce qu'en cybersécurité, nous on ne fait pas de la fonctionnalité, on n'est pas là pour développer une application qui permet de faire ci ou ça, mais pour autant, si on n'a pas ce côté usage, aujourd'hui dans le monde du numérique, l'adoption elle se fait par l'usage. Oui. Donc on est obligé en fait d'avoir une canalisation de l'usage et de proposer des services et un usage qui est adapté aux pratiques qui se sont répandues. Alors justement, typiquement, quelqu'un qui utiliserait ChatGPT alors que dans l'entreprise c'est interdit, c'est considéré comme du Shadow AI. Oui. Tout à fait. Sachant que beaucoup de personnes le font, oui, c'est un vrai problème. Mais parce que je parlais de la vitesse d'adoption, et ça c'est une vraie difficulté pour les organisations. Les clés USB c'est 7 ans, on a eu le temps de réfléchir au sujet, de se dire oui, non, peut-être, de trouver des clés qui sont autorisées, d'autres qui ne le sont pas, etc. 2 ans pour une organisation, pour des systèmes aussi complexes qui demandent des ressources matérielles qui sont très très importantes, c'est très court. Okay. Et donc le challenge aujourd'hui, ça va être d'être en capacité de pouvoir intégrer ces usages et les canaliser avec l'accélération qu'on observe. Alors pour la dernière question justement de cette interview, pour une entreprise de conseil en cybersécurité, qu'est-ce que l'IA change au quotidien, que ce soit pour les clients comme pour les collaborateurs ? Clairement, ce que ça va changer aujourd'hui, on parlait d'accélérer le travail, surtout sur des tâches qui sont répétitives, qui vont demander du temps. Typiquement, quand je dois aborder un sujet avec un client, je vais demander à mon LLM, quelles sont les thématiques de ce sujet-là. Et typiquement, pour cette interview, j'ai posé un certain nombre de questions à mon LLM. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire sur cette question ? Quels sont les sujets, etc. Donc, la recherche d'informations, elle est facilitée. Et la synthèse est facilitée. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en train de rechercher une combinaison de mots-clés, de faire une requête compliquée sur mes outils, etc., je pose la question à LLM, il me ramène une synthèse. Après, sur cette synthèse, il faut que j'ai mon autocritique et que j'aille... Donc typiquement, dans les pratiques que j'ai en discutant avec le LLM, c'est que je lui demande systématiquement de me citer les sources. Et donc il me met des liens, et je clique sur les liens et je vais voir par moi-même. Ça, c'est un détail. Alors évidemment, c'est un peu plus long que juste prendre ce qu'il a dit et le coller, mais donc du coup, dans le conseil, typiquement, ça va amener cette pratique-là. C'est-à-dire que j'ai une synthèse qui m'est amenée par la LLM,
je vais aller vérifier un certain nombre d'informations basées sur ce qui est raconté. Et il y a un autre problème, c'est que je ne vais pas être d'accord toujours avec ce qu'il raconte. Donc, je vais lui demander de retravailler la copie en fonction de mon expertise et mon avis. Et dans la partie purement technique et opérationnelle, au niveau des analystes ou même des développeurs, hein, ce qu'on va retrouver, c'est quelque chose de similaire. C'est-à-dire que mes analystes aujourd'hui, quand il y a une alerte et qu'il faut la traiter et qu'ils doivent se faire un avis pour savoir si c'est un administrateur qui fait son travail comme tous les jours ou si c'est un attaquant qui est en train d'essayer de se cacher et qui a un but de nuire, donc ils cherchent en fait une volonté, et une volonté ça n'existe pas dans les outils, donc c'est pour ça qu'il faut un humain pour le faire. Au lieu d'aller faire des requêtes techniques et de se perdre dans sa logique en fait, parce que je suis en train de réfléchir, il faut que j'aille faire une recherche avec une requête compliquée, je vais me concentrer sur ma requête et donc je vais perdre mon raisonnement. Et donc je vais discuter avec le LLM, et en fait discuter avec le LLM, c'est pas comme discuter avec un humain, mais ça me permet de garder mon raisonnement. Donc je vais lui poser des questions, je vais lui demander de vérifier des choses, de me ramener une information brute, un lien vers quelque chose, et pendant ce temps-là, en fait, mon travail d'analyse est de bien meilleure qualité que si j'avais passé mon temps à faire des requêtes techniques, à prendre le résultat technique et à le traduire dans mon langage humain. Donc tout ça est beaucoup plus facilité, et donc ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des équipes opérationnelles, on leur demande beaucoup plus d'être sur le raisonnement métier que d'être sur l'action technique à proprement dit. Donc avoir une réflexion technique plutôt qu'une action technique, je dirais, basique et répétitive. Écoutez, merci beaucoup Alexandre d'avoir répondu à mes questions. Moi, ce que je retiens, c'est que l'IA ne va pas nous remplacer, ce n'est pas une vraie intelligence. Je retiens qu'il faut commencer à éduquer justement à l'IA comme à la cybersécurité dès le plus jeune âge, à son utilisation. Je retiens également qu'aujourd'hui, il y a une guerre de l'IA entre les défenseurs et les attaquants, mais c'est aussi une guerre de la data, de l'information. Alors pour ceux qui viennent de nous suivre, on était sur l'angle d'attaque, donc l'émission cybersécurité, stratégie et business de Risk Intel Media. N'hésitez pas également à nous dire ce que vous en avez pensé, à commenter, à vous abonner et à liker. Ça nous soutient et ça nous permet de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à notre prochaine émission. Merci.